on a le très grand plaisir d'accueillir pour cette table ronde Julien Gaillard, Paloma Hidalgo et Lancelot Hamelin à ma droite. Pour les présenter rapidement. Donc Julien, en plus, on a conversé tout à l'heure, on a découvert beaucoup d'affinités communes, notamment concernant les croisements entre théâtre et poème. Hein. Julien, tu as, on se tutoie, tu as d'ailleurs comme vous trois, une palette extrêmement large d'activités croisées. C'est d'ailleurs un peu de cela qui va être question lors de cette conversation. Hein. Comédien, passage aux Beaux-Arts, travail avec Éloi Recoing, on en parlait tout à l'heure, avec Christian Boltanski aussi. Et puis ensuite, metteur en scène et écrivain, hein, donc au croisement entre théâtre et poésie, dans cette zone un peu incertaine. Donc, tu as publié tout un ensemble de textes qui sont ici exposés à l'extérieur, pour la plupart aux éditions Quartet. Il y a eu ce spectacle, il y a quelques années, à la Colline, La Maison, par exemple. Qui est publié aux éditions du Solitaire. Voilà. Voilà. Ensuite, Paloma, à ma gauche. Donc là aussi, pluriactivité très intense. Voilà, un va-et-vient aussi entre la critique dramatique, la critique d'art, l'écriture, le jeu. Hein. Vous êtes aussi actrice, lectrice, performeuse, comédienne de vos propres textes. Corrigez-moi au besoin. Enfin, oui, voilà. Effectivement, je l'ai été en tout cas, et voilà. Très heureuse de renouer avec ça. Voilà, et puis donc avec aussi un va-et-vient entre la fiction, le poème, hein, donc cet ouvrage Christina qui est paru il y a 2 ans, et puis d'autres choses aussi en devenir. Et quant à Lancelot, donc là aussi un long parcours. Pardon, Pierre. Oui. Je voudrais juste dire un mot. Bien sûr. La personne qui était prévue à cette table ronde. Ah oui. Ah, je m'excuse de pas. Oui. Lui-même, oui. Il a été obligé d'appeler en urgence parce qu'il ne pouvait pas venir. Oui. Il était extrêmement malade. Voilà. Et je voudrais remercier Paloma d'avoir accepté de venir la remplacer au pied levé. Oui. Merci à vous, parce que pour moi c'est un baptême du feu, c'est une première, parce que je suis très émergente. Et oui, c'est pardon, ma première table ronde. C'est un oubli de ma part. Effectivement, hein, sur le programme était notée la présence de Claudine, et on est très désolé qu'elle ne soit pas avec nous. C'est sérieux, mais c'est pas grave. Voilà. Oui. Voilà, donc merci, effectivement, je réitère le remerciement vis-à-vis de Paloma. Grâce à la lecture tout à l'heure. Oui, voilà, qu'on entendra tout à l'heure. Et Lancelot, donc, enfin, que je peux aussi identifier comme membre du groupe Pétrole, ce qui n'est pas rien, avec Michel, avec Philippe, avec Sylvain Levet, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, mais également romancier, auteur de théâtre, voilà, dans une pluriactivité très, très importante. Voilà, avec aussi un travail avec un certain nombre récurrent de metteurs en scène, Mathieu Bauer, Christophe Perton, collaborateur de Parage, la revue dont nous parlions hier, du TNS, pendant un grand nombre d'années, hein, en résidence il y a quelques années aussi à la Villa Médicis, à Rome. Voilà, alors l'objet de cette conversation, c'est justement, on discutait au sein de notre petite équipe il y a quelques semaines ou quelques mois sur le titre à donner à cette table ronde. On hésitait entre hors cadre, on a finalement opté pour hors limite, hein, c'est-à-dire la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui préside à vos gestes respectifs d'écriture, dans la mesure où justement, à certains égards, en tout cas pour une part de ce que vous écrivez, il y a quelque chose d'indéfinissable, justement de hors cadre ou de hors limite. Donc évidemment,
puisqu'il est aussi question de rapport à la scène hein, dans ces 2 journées, à partir du moment où on se pose la question de l'éclatement des cadres, la question seconde qui vient ensuite dans cette problématique, si je puis dire, c'est quelle relation explicite ou implicite vous entretenez ou n'entretenez pas avec la scène dans vos gestes d'écriture respectifs. Alors, voilà, je pose ces premières questions de façon, comme vous le voyez, très ouverte. Hein. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait réagir peut-être justement à la fois sur, comme je le disais, ce qui déclenche vos gestes d'écriture, et puis, dans un deuxième temps, sur ce qui en résulte du point de vue de vos rapports à la scène. Qui veut commencer ou, Vous souhaitez... je peux... Oui, Paloma, ouais. Alors, comme vous l'avez rappelé, pour moi, la scène, comme vous l'avez évoqué, pardonnez-moi, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Mais pour l'heure, j'ai écrit ailleurs du récit, de la poésie, du roman, et il m'est apparu, et là j'aurais une citation de Cocteau, qui reclassifiait les genres littéraires pour caractériser son écriture. Pour lui, il écrivait de la poésie de cinéma, de la poésie de théâtre. Et en fait, il m'est apparu que j'écrivais toujours du théâtre de roman ou du théâtre de la poésie, qui avait cette question de l'adresse, en définitive. Et je pense que c'est quelque chose que cette parole théâtrale qui doit être portée, et ce métissage, mais quelque part consubstantiel. Et c'est pourquoi j'ai écrit ma première pièce pour un personnage. Je dis pas monologue, je dis pièce pour un personnage. Voilà, et c'est quelque chose qui est à la limite, vraiment au bord de ces différentes écritures, avec une densité de propos et peut-être un hermétisme à l'occasion qui est peu attendu a priori, je dis bien a priori, d'un texte dramatique. Voilà, par exemple. Merci. Oui, moi je sais que je m'intéresse essentiellement à la poésie et quand j'étais, je le dis au passé parce que je le suis plus, mais quand j'étais comédien, j'ai commencé comme ça. Je faisais partie de ces comédiens auxquels on dit tu t'intéresses trop au texte. C'est-à-dire, justement, je repense à ce qui s'est dit précédemment et la question m'intéresse beaucoup. Je m'intéressais trop au texte. C'est-à-dire que je refusais d'être dans une sorte de rapport d'identification ou d'incarnation à l'écriture. Et je dis ça parce que je sais que j'écris ce que j'appellerais de la poésie, ce qui n'est pas vraiment édité, il y a des plaquettes, c'est très clandestin, et c'est très bien que ça le soit. Et du théâtre. Et je sais que moi, quand j'écris du théâtre, j'écris pour des temporalités différentes. Je sais très bien que pour moi, c'est des questions syntaxiques. Quand j'écris pour le théâtre, je sais que ce que j'écris ne sera entendu qu'une seule fois. Alors que quand j'écris de la poésie, je pense vraiment aux poèmes modernes, bref, à la Baudelaire et tout ce qu'il y a eu après, et il y en a eu. Il y a cette espèce d'indication écrite à l'encre sympathique d'accapo. On relit. Pour moi, le poème, c'est quelque chose que je relis. Hein, c'est cette temporalité-là, pour moi, qui est cyclique, je ne sais pas si le terme est le bon, mais c'est quelque chose qui implique, en tout cas c'est la poésie, moi, que j'aime, que je lis, c'est cette poésie qui est comme en train de signifier de manière simultanée. Tous ces éléments agissent de manière simultanée, ou en tout cas, il y a une tentative par des moyens successifs de créer du simultané. Mallarmé, Stéphane Mallarmé en parlait très bien, Léopardi aussi, cette densité comme ça, et pour qu'il y ait cette sensation de simultanéité, qui est évidemment une impression, hein, qui n'est pas réellement simultanée, on doit pouvoir relire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'entends cette poésie. Je sais très bien qu'au théâtre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on ne peut pas arrêter la représentation. Quand je dis théâtre, je pense à la représentation. On ne peut pas arrêter et dire encore, s'il vous plaît. Enfin, c'est mieux pas. C'est peut-être dommage, c'est peut-être triste. Et donc, je sais que moi, je travaille cette syntaxe-là. Je me dis, il y a des éléments de complexité, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, c'est un peu solennel, mais des éléments de complexité que je vais essayer de travailler différemment, que je vais être obligé de travailler différemment au théâtre. Alors que la poésie a cette espèce de temporalité propre, et moi, j'aime beaucoup la poésie qu'on lit seul, parce que je pense que c'est une liberté. Enfin, on nous fout la paix. Le temps social, le temps de l'horloge, le temps du ci, le temps du ça, le temps de la représentation. Et j'aime passionnément cette liberté-là.
hein, cette production de temps. Il y a du sens, il y a du temps. J'invente le temps, on s'invente ensemble quoi, avec le poème. Bon là c'est un peu publicitaire ce que je dis, c'est un peu, ça frappe un peu, mais il faut aller vite. Donc pour moi vraiment c'est ce rapport-là, ces deux syntaxes, donc ces deux rapports au temps. Et j'essaie de travailler à peu près les mêmes complexités, les mêmes, la simultanéité m'intéresse beaucoup au théâtre, comment créer du simultané sur un plateau, ou des temps superposés, ce que j'ai essayé de faire dans mon dernier texte qui est publié au Solitaire Intempestif, qui s'appelle Sommeil du Fils. Je voulais qu'il y ait vraiment comme des vitres de temps, et que comme dans un train, vous savez, vous voyez votre visage traversé par le paysage. Je voulais créer cette temporalité comme ça, superposée, avec ses transparences, ses opacités. Et comment je le travaille en théâtre, je le travaille évidemment pas du tout de la manière de l'écriture, dans l'écriture poétique, appelons-la comme ça. Merci beaucoup. Lancelot ? Je dirais un petit peu autrement. Je dirais que je suis assez sensible aux situations. Par exemple, une situation de parole comme celle-là, je ne sais pas trop comment répondre ou commencer ou intervenir. Et du coup, par exemple, tout à l'heure, dans ce qui se disait sur la poésie, le théâtre, souvent les poètes n'aiment pas le théâtre. Puis dans le cinéma, on entend ça aussi, le théâtre. Il y avait un poète lyonnais pas très connu, Kowalski, qui disait qu'on entendait trop le bruit des pas sur la scène. Et moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est la question des situations. Par exemple, d'écrire tantôt un roman, tantôt une bande dessinée. Le genre, par exemple, pour moi, c'est une situation et j'ai pas de problème avec les formes très, très, très contraintes. Tout à l'heure, pendant ce dialogue sur la poésie, ce que j'ai trouvé théâtral et là où je me suis dit, bon, j'entends tout ce qui est dit contre le théâtre, c'est très bien que ce soit contre le théâtre, parce que le théâtre a besoin qu'on soit contre lui, et le théâtre est assez puissant pour faire de ce contre-là. Hein, c'est le moteur de Fernand Reynaud, et donc pendant que ça parlait ici comme ça, et qu'il y a donc Sido, qui est le rideau s'est levé, la lumière très blanche, Sido est venu parler à Jean-Pierre, et cette traversée dans l'espace, dans la lumière, moi ça m'a parlé, quoi. Ça m'a parlé de ce qui m'intéresse peut-être, ce qui m'intéresse en dehors du livre, mais pour ça il y a besoin du livre, fondamentalement, du texte. D'accord. Mais alors justement, enfin, peut-être on va aller et venir entre différents... Pardon ? Tu n'avais pas fini ? Si, j'avais fini, absolument. Ok, pardon. Non, mais je veux dire, une question qui surgit de ces réflexions, c'est quelle relation vous entretenez, par exemple, avec les metteurs en scène qui montent vos textes. Épouvantable. Voilà, Simon Delétang, Anne Sicot, voilà, et d'autres, enfin... c'est super qu'il y ait des metteurs en scène. Est-ce que d'une certaine façon, vous accompagnez, vous laissez faire, vous entrez en dialogue pendant le temps même de la création, au contraire, vous ignorez, vous démarquez, enfin voilà, je multiplie les termes. Oui, moi je peux prendre un exemple assez concret, puisqu'il y a 4-5 ans, un de mes textes, donc, qui s'appelle La Maison, a été joué au Théâtre de la Colline à Paris, et je ne le mettais pas en scène, mais je jouais dedans. Ce qui est bizarre. Mais ça m'intéressait, moi. Ça n'a pas donné un spectacle fou non plus, hein, mais on a tenté quelque chose. Et je sais que le metteur en scène, Simon Delétang, justement, me poussait à aller beaucoup dans l'interprétation du texte. Ce qui pour moi était très complexe, d'autant plus que La Maison n'est pas vraiment un texte théâtral. La théâtralité de ce texte-là n'est pas évidente. Il n'y a pas de dialogue, a priori. Il n'y a pas de situation, il y a une sorte de récit comme ça qui se déroule par petits paragraphes, par fragments. Et je sais que ça m'intéressait beaucoup de questionner avec lui ça, de résister aussi à son envie de m'amener à du jeu. Il voulait que je sois comédien, plus l'auteur. Parce qu'on ne dit pas son texte de la même manière. Et moi, j'aime beaucoup dire mes textes, j'aime pas les jouer. J'aime beaucoup les dire, j'entends très bien là ce qui se disait précédemment sur avoir le texte en main. C'est pas simplement pour la mémoire, c'est évidemment d'avoir le support, d'avoir le texte. On court-circuite aussi le côté « je suis en train d'inventer mon texte ». Le comédien a ça, il peut nous faire croire d'être dans l'illusion qu'il invente ce qu'il est en train de dire. Quand le texte est là, voilà, on est débarrassé de cette question-là. C'est un homme de théâtre que j'admire profondément, Carmelo Bene, un Italien, qui est pour moi un immense auteur. On le présente rarement comme un auteur, mais c'est un auteur et un comédien immense qui a travaillé toute sa vie sur
sur la poésie, sur le rapport du poème et du plateau. Et c'était quelqu'un qui détestait le théâtre et qui l'aimait tout autant. Hein. Et cette différence entre le jouer un texte et le dire, pour moi, est fondamentale. Je dirais qu'il y a quelque chose aussi dans la dimension... La dimension performative, pardon d'utiliser des mots, je les utilise de manière un petit peu rapide, mais la dimension performative d'un texte. Hein. Le texte n'est pas simplement un véhicule à dire quelque chose, mais il est déjà expérience, il est déjà la chose. Hein. Et je trouve que la poésie est très souvent, en tout cas la poésie que je lis, moi, est très souvent à cet endroit-là. Elle ne distingue pas entre sa forme, son fond, tout ça n'existe plus. Ou des auteurs que j'aime beaucoup, qui écrivent par exemple Burroughs, l'américain, où le texte fait ce qu'il dit. Alors je vais un peu vite, évidemment, il faudrait être un peu plus fin là-dessus, mais je repense, j'ai relu récemment, puis après je me tairai, j'ai relu récemment Heiner Müller, beaucoup de textes d'Heiner Müller, et il dit ça à un moment donné, il dit le texte doit être un hippopotame. Est-ce que je peux lire l'extrait? Parce que plutôt que de redire mal du Heiner Müller, ce qui est quand même stupide, c'est Heiner Müller, donc c'est dans Faute d'impression, le recueil d'entretien Faute d'impression. C'est un entretien de 89. Et il dit: ce qui me préoccupe, c'est de savoir comment un texte peut devenir réalité, indépendamment du comédien qu'il prononce. Quand Pina Bausch place un hippopotame sur la scène, il devient le protagoniste. Certes, cela heurte les conventions, crée une déchirure, et c'est bien, mais ce n'est pas une solution. Seulement l'indication d'une recherche de relations immédiates du théâtre et de la vie. Comment faire d'un texte un hippopotame? Les textes doivent devenir une réalité qui ne se contente pas de représenter, mais permettent d'approcher la nostalgie ou l'intuition d'un autre possible. Pour y parvenir, il faut briser le cadre du théâtre tel qu'il est donné, ne serait-ce que par l'architecture du bâtiment, c'est-à-dire par les structures politiques. Le texte ne doit pas être transporté comme une communication ou une information. Il doit être une mélodie qui circule librement dans l'espace. Chaque texte possède un rythme, certes seulement sous-jacent, mais assez sensible pour être, comme dans un concert de rock, reçu par les corps. C'est une telle qualité que le théâtre devrait retrouver. Mais pour cela, il faut de très bons textes. Ça, c'est important, je pense que c'est la phrase la plus importante du texte. Mais pour cela, parce qu'il n'est pas dans la nostalgie d'un théâtre artaudien ou du cri ou néo-artaudien ou sa gueule. Non, tout ça s'appuie sur les textes. Les bons textes vivent de leur rythme et distillent leur message à travers ce rythme, et non par la transmission de l'information. Pendant la Renaissance élisabéthaine, on débitait en 2 heures ou 2 heures et demie les pièces de Shakespeare qu'on joue aujourd'hui sans coupure en 4 ou 5 heures. Tout n'était que rythme, tout n'était que tempo. Personne ne pensait à ce que signifiait telle ou telle phrase. On pouvait s'y arrêter après coup si on en éprouvait le besoin. Cela aussi est un produit des Lumières, L majuscule, de croire constamment qu'il y a des choses à comprendre au théâtre. Mais la tête n'a pas de place au théâtre, car alors on ne fait pas d'expérience. On ne peut en faire qu'en étant aveugle. Une caractéristique essentielle de la culture européenne réside dans cette tentative permanente d'ôter aux gens la faculté de faire des expériences. Je vous le dis, je vous le lis en entier parce que je ne trouve pas mieux. Plutôt que de redire mal et de faire semblant d'inventer des choses extraordinaires, je voulais vous lire ce texte-là de Müller sur l'hippopotame. Et je pense que ce qu'il dit à la fin est fondamental sur... On pourra discuter sur c'est le corps et pas la tête. Il y a cette espèce d'opposition, mais je pense que Müller, en 89, il n'appelle pas justement un théâtre du corps au sens physiologique, quoi, qui viendrait nous titiller simplement en mettant de la musique forte, de la fumée... et des flashs, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le fameux théâtre immersif d'aujourd'hui. Mais c'est très important quand il dit que la culture européenne enlève les expériences. Et l'expérience, chez lui, c'est pas simplement faire des expériences, des petites expériences. C'est évidemment, il pense à Walter Benjamin, et à la disparition de l'expérience qu'il constate dans l'entre-deux-guerres. Et je pense que si le texte pouvait être ça, l'hippopotame, une expérience, quelque chose de performatif. Moi, je le dis comme ça. Hein.
Et là, peut-être que la distinction entre théâtre et poésie Oui. vole en éclats. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que l'implicite, me semble-t-il, d'une telle proposition, c'est que ce qui fédère, c'est le travail de la langue, c'est le travail de l'écriture, enfin. Oui, mais il faut aussi le travail, à quel endroit on restitue cette langue. Donc c'est aussi le travail des comédiens et comédiennes. Et je pense évidemment l'œuvre de... Il y a beaucoup de metteurs en scène, il y a Carmelo Bene, il y a aussi Claude Régis en France qui s'est débarrassé justement de la vieillerie théâtrale. Hein, on n'entendait pas les pas chez Régis. Non, il n'y avait pas de profération, ça ne faisait pas semblant d'inventer le texte sur le plateau en disant c'est moi, c'est de ma profondeur propre. Il y a psychologie zéro. Il y a bien c'est bien la question du texte, c'est pour ça que Müller dit ça ne dépend pas du comédien. Enfin, je veux dire qu'il faut des textes extrêmement solides pour qu'aussi on puisse s'en emparer. Et moi je note hein, de manière un peu polémique comme ça, parce que je ne veux pas parler tout seul, mais que pour ce faire, il faut des textes forts. C'est ce que dit Müller. Moi, fort, je l'entends fort en termes de syntaxe. Il faut de la phrase, il faut des phrases. Et des phrases acrobatiques, complexes, musclées. Hein, et pas le petit lait, sujet, verbe, complément, ou cette espèce de blancheur telle qu'elle en vient invisible. Vraiment, je crois que tant qu'on parlera de situation, de thématique, ça parle de ça, moi je m'en fiche complètement de quoi parle un texte. Et même si je comprends tout, au bout de 5 minutes, je m'ennuie. Je pense à autre chose. Hein, mais qu'il y ait quelque chose qui résiste. Et moi, j'aime passionnément voir un comédien qui bataille avec un texte, mais qui bataille pas simplement dans les répétitions, mais devant moi, pendant les représentations. Après, je suis un grand amateur de cinéastes qui s'appellent Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Et j'aime cette bataille-là, cette respiration, cette espèce de force. Et vous, Paloma, quand vous parlez par exemple de théâtre de roman ou théâtre de poésie, est-ce que ce sont des expressions qui désignent aussi un certain travail sur la langue ou sur l'adresse ou sur des modes de parole? Enfin... J'ai pas consciemment le sentiment de faire ce travail-là, bien entendu, c'est quelque chose qui se fait malgré moi, en dépit de tout, je crois, mais ça pose la question, tout ce que vous dites, de qu'est-ce qu'un texte fort. Il peut être... Un roman peut être sans grande matière narrative, un texte dramatique sans grande matière dramatique, mais il y a toujours cette orchestration, parce que la littérature, je crois, sans pontifier, c'est une œuvre de technicité, pas seulement de technicité, mais aussi de technicité, donc cette orchestration du temps et de l'espace. Le temps, parce que la littérature, c'est du temps, c'est une scansion, c'est un rythme scandé par une rhétorique propre, et l'espace de la page, l'espace du plateau. Donc voilà, il y a vraiment ces deux dimensions qui s'articulent. Et votre question, pardon, c'est... Non, oui, parce que je m'interrogeais sur ce que vous mettiez dans l'expression théâtre de poésie ou théâtre de roman, par exemple. C'est cette question... Alors, on peut ouvrir un colloque. Qu'est-ce qui fait... C'est une amorce de colloque. Qu'est-ce qui fait un texte dramatique? Je pense que c'est avant tout la force d'une écriture, une adresse, parce qu'il y a les mêmes textes qui, à certains moments, peuvent être considérés par les mêmes personnes comme absolument pas dramatiques, plus proches, par exemple, du poème en prose suivie, du récit poétique, et qui, quelques années plus tard, en fonction de leur appréciation propre, etc., peuvent être considérés comme purement dramatiques. Donc, c'est une vraie question que je me pose chaque matin en me réveillant, bien sûr. Qu'est-ce qui fait théâtre? Est-ce que tout peut faire théâtre? Pas nécessairement, on peut en discuter. Et voilà. Par rapport à votre question, moi, c'est vraiment, je ne sais pas écrire sans faire entendre une musique, essayer de la faire entendre, fût-elle discordante, dissonante, ou sans composer des tableautins, j'aime bien ce petit terme, tableautin. Donc voilà, c'est l'œil écoute, c'est claudélien, peut-être, je ne sais pas. Enfin, il y a ces deux aspects qui sont... Et Lancelot, vous parliez il y a un instant de situation de parole. C'est ça qui préside. Oui, dans le poème de tout à l'heure, là, je crois qu'il n'y avait pas Guy Debord, c'est ça, ça ne faisait pas partie de la litanie, comme ça, déconstruite. C'est vrai que ce n'est pas situation dans le sens sartrien, tu as deux situations, c'est plutôt dans le sens de situation. Moi, il me semble peut-être aussi qu'on prend peut-être le problème dans le mauvais sens, parlant de qu'est-ce que c'est qu'un texte de théâtre, hippopotame, En fait, j'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit, mais je vais prendre par un autre sens. Alors, peut-être on le prend dans l'autre sens, c'est-à-dire que écrire un texte pour le théâtre,
comme si le théâtre existait. Et puis c'est quoi? C'est voilà, vendre un spectacle à un CDN ou une petite salle, et puis réunir des acteurs, tout ça. Peut-être c'est ça qui, moi, m'intéresse. Oui, j'ai travaillé avec les metteurs en scène, vous avez parlé, mais il y a une dizaine d'années, depuis mes textes, je continue d'écrire ce qu'on peut appeler du théâtre, qui est publié par des maisons d'édition de théâtre, et c'est très bien qu'il y ait ces cadres, c'est précieux, c'est fragile, c'est précieux. Quand il y a un théâtre qui disparaît, Tarmac qui disparaît, c'est embêtant, c'est un théâtre de moins. Bon, après, il y a des tas de raisons qui font que les choses, elles se passent comme ça. Mais néanmoins, peut-être si on se pose les questions un petit peu à plat sur la table comme ça, en disant comment on va continuer à faire des trucs qui nous intéressent. Voilà, Claudine n'est pas là aujourd'hui. Pour moi, bon, c'est pas à cause du gouvernement que Claudine a une petite maladie ce soir mais quand même, ça fait partie de tous les trucs qui empêchent. Alors c'est super parce qu'en plus tu peux être là. Et bon. Mais néanmoins, tu aurais pu être là. Et avec Claudine et tous ces petits emmerdes comme ça, moi je suis un peu paranoïaque, mais je les vois comme une grande mauvaise intention généralisée. Alors si on veut voir pourquoi on va continuer à faire, moi j'ai pas envie d'écrire enfin si, j'en publie un texte de théâtre, d'accord. Peut-être la question, on se la pose, peut-être c'est comment on va faire surgir du théâtre, une situation de théâtre, avec le texte, puisque tu l'as dit, peut-être il y a besoin du texte. Bah oui, sinon c'est pas du théâtre. Et alors quel texte? Mais moi j'aimerais bien repartir beaucoup plus à la racine, dans la boue de ça. J'aimerais partir dans la boue de ça. Voilà. Pour moi la situation, ça serait la boue. Une boue métaphorique. J'ai pas envie de me salir les chaussures concrètement. Mais ouais, repartir. Alors, et à partir de là, oui, on a besoin de là, dans cet espace-là, avec la possibilité que le rideau s'ouvre et vienne mettre en perspective ce qu'on dit par la présence de quelqu'un qui passe, voilà, qu'est-ce qu'on va écrire. Et effectivement, il faut du texte fort, structuré, pas de l'écriture au plateau, avec chacun dit son truc, du sous-scénario. Peut-être... Et moi, voilà, j'ai rien à dire de plus, effectivement. Donc je parle. Mais l'idée de texte qui résiste. Et les metteurs en scène, voilà, qui scoltinent des textes qui ne veulent pas être montés, quoi. Le rhinocéros, il n'a pas envie d'être sur la scène. D'ailleurs, du point de vue du droit des animaux, c'est pas sympa de mettre un rhinocéros. C'est un hippopotame. Rhinocéros. C'est un hippopotame. Ouais, bon, il y a des scoops. Et alors, qu'est-ce que... c'est vrai, c'est plus pacifique, pardon. Qu'est-ce que les liens avec Strasbourg ont pu générer comme expérience d'écriture non, la collaboration avec Parage. Oui. Ah ouais, c'est génial, parce que Parage, juste rapidement, Frédéric Vossier m'a demandé de faire du journalisme, un peu une bed du gonzo, on aime bien le gonzo avec Frédéric Vossier. Donc, immersion dans le théâtre du Rond-Point, qui m'a pas valu que des amitiés, mais moi j'étais neutre, je suis allé voir le théâtre du Rond-Point et faire de l'immersion, voilà, c'est comme l'autre quand il va dans les courses de voitures dans le désert du Nevada ou je ne sais où. Moi, c'était le théâtre du Rond-Point. J'ai bien aimé faire ça, j'ai beaucoup aimé écrire des articles pour... j'adore écrire des articles, je fais des petits articles pour les Inrocks sur comment on rêve pendant les élections présidentielles, interroger les gens sur quoi ils rêvent aux précédentes élections. J'aurais mieux fait d'aller tracter. Maintenant, je vous invite à vous connecter avec les réunions mélenchonistes de votre quartier, parce qu'il y a besoin de soutien. Et c'est peut-être l'occasion de faire un front d'opposition à l'Assemblée nationale. Bon. Est-ce qu'on pourrait parler tout de même pendant quelques minutes, parce qu'après tout, l'occasion se présente et elles ne sont pas si fréquentes, de pétrole et de ce que ça change dans le geste et d'écriture aussi, que de travailler à plusieurs mains. Hein. Je rappelle pour ceux qui pourraient ne pas le savoir que donc le groupe Pétrole est un groupe de 4 écrivains qui crée un 5e, qui est l'auteur Pétrole, hein, en écrivant à 4 mains. Et est-ce que justement cette expérience-là n'a pas aussi quelque chose à voir avec le hors limite? Bah ouais, et du coup, on va donner la parole à quelqu'un hors de la table, tu vois. Oui, enfin, c'est peut-être aussi une manière d'ailleurs d'ouvrir la conversation 2005, avec... Michel Simoneau nous a invité, voilà. Philippe Malone, qui est là, Sylvain Levet et moi-même, à participer à une écriture collective. C'était les émeutes c'était à Saint-Denis, il y avait les émeutes, on s'est dit on ne peut pas écrire, on n'arrive pas à écrire. On n'arrive pas à écrire. On s'en fiche de l'actualité, mais là, on n'arrive pas à écrire. Et donc, on a commencé à écrire ensemble, à écrire dans les textes les uns des autres, et ça a fait surgir de l'écriture. Et donc, et on a poursuivi depuis 2005 à se voir. Et je ne sais pas si Philippe, moi, je ne suis pas légitime pour parler pour le 5e auteur. Donc, parce qu'il apparaît très clairement qu'il y a quelque chose à voir entre ce geste à plusieurs et le fait d'être à certains égards hors cadre. Enfin, quand on lit l'extraordinaire, quand il y a des choses, voilà, on a affaire à un ovni textuel à certains égards. Enfin, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose, Philippe ou Michel? Philippe, peut-être, juste. Non?
C'est pas nécessaire. Donc, bon. Non, je prends toujours la parole pour Pétrole, en fait. Donc, Ouais. que dire voilà. Pétrole a été très bien résumé. C'est la naissance d'un cinquième auteur, qui tâtonne aussi, qui essaye des choses. L'intérêt du groupe Pétrole, moi je pense, c'est qu'il est venu nous bousculer aussi dans nos formats et dans nos habitudes d'écriture, puisque un certain nombre de protocoles mis en place dans le groupe étaient de travailler à l'intérieur des écritures et des propositions des autres. Donc c'était aussi un apprentissage d'autres choses, des traversées, et des traversées qui, et c'est ça l'intérêt, sont toujours restées singulières à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une disparition des singularités. Bien au contraire, je pense qu'elles ont pu s'affirmer à l'intérieur du groupe, à l'intérieur de Pétrole, tout en donnant des textes qui appartenaient plus sans doute au cinquième auteur qu'à chacun de nous. Voilà. Donc Pétrole n'est pas une somme des parties, bien que chaque partie ait trouvé, je pense, son compte, et Pétrole est venu un petit peu bousculer aussi, sans doute, des habitudes de travail. Enfin, peut-être que je me trompe. Et ce qu'on essaye de faire ensemble, maintenant là on se voit un petit peu moins, mais les nouvelles propositions de Pétrole seront encore complètement différentes. Il y a eu des textes, et je terminerai là-dessus, qui ont été effectivement formalisés, on va dire, à travers dans des présentations, dans des mises en scène, qui ont été éditées. Et il y a un énorme corpus plutôt éruptif de Pétrole que personne ne connaît, qui fait 300 ou 400 pages, où à peu près un ensemble, pour reprendre ce que tu disais, syntaxique ou de forme, ont été explorés et sont très très intéressants. Voilà. Pétrole est un outil et pour moi un laboratoire littéraire. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose Enfin, moi j'ai bien d'autres questions, mais peut-être quelqu'un veut intervenir dans la salle. Alors moi, il y a quelque chose qui m'apparaît aussi fédérant vos démarches et qui rebondit sur ce qui a été dit tout à l'heure dans le dialogue avec Christian et Vanda, c'est la porosité entre l'écriture, bon, qu'est-ce que je dirais, théâtrale, dramatique, scénique, et le poème, enfin, en tant que travail sur la matière de la langue, le rythme de la langue, l'oralité de la parole. Enfin, j'aimerais bien que vous réagissiez chacun aussi à cette question-là, c'est-à-dire, d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui est intentionnel, conscient chez vous? Enfin, voilà, je relisais vos textes de Lancelot un peu ce matin, et quand même ça saute aux yeux, enfin, le travail sur la forme poème, même dans les formes dialoguées. Enfin, voilà, Julien, on en parlait tout à l'heure, chez Paloma, c'est votre cas aussi. Enfin, est-ce qu'il il y a une conscience de cette porosité? Est-ce il était question aussi tout à l'heure de le poème contre le théâtre, en quelque sorte, contre la représentation, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est aussi ça qui est à la source de ce hors-limite, le refus de la forme théâtrale en tant qu'écriture de la représentation? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Je ne sais pas. Enfin, voilà, je vous lance cette bouée. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Bon, en tout cas, moi, pour le geste d'écriture, vous parlez d'intentionnalité, j'ai aucune intention. Je suis, quand j'écris, idiote, bête, c'est ce que dit Proust. Chaque jour, j'accorde moins de prix à l'intelligence. Enfin, je dévie un petit peu, mais en tout cas, il n'y a aucune conscience, aucune intelligence de ce que j'écris. Après, pour parler d'un exemple très concret de cette pièce pour un personnage que j'ai écrite, qui s'intitule La Reine cousue et qui est inédite, c'est pas le texte que je vais lire tout à l'heure, il y a un flux de métaphores qui peut s'apparenter à de l'écriture poétique. Il y a une langue vraiment, je pense, qui relève de la poésie à travers l'émergence de souvenirs poétisés, par exemple. Mais tout ça ne s'oppose pas du tout à une éventuelle, enfin, la dimension dramatique du texte. De la même manière, Christina, le texte qui est mon récit poétique, est paru il y a 2 ans, que vous mentionnez tout à l'heure et qui est là-bas sur la table, tout à droite, c'est
C'est donc un récit poétique, mais là, totalement hybride, à nouveau, entre le long poème et le récit, ponctué de fragments. Et j'ai fait une mise en scène, enfin une adaptation, une mise en, comment dit-on, une mise en espace, pardonnez-moi, une mise en espace musicale avec une interprète remarquable et un musicien multi-instrumentiste. Et il m'est apparu que c'était un texte qui pouvait tout à fait se prêter à avoir quelque chose de très dramatique dans la question de l'adresse. C'est un texte en première personne. Donc voilà, c'est curieux ce qu'il peut advenir d'un texte. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où j'écris quelque chose, il m'apparaît si oui ou non ça peut se porter à la scène. Voilà, enfin, je m'embourbe un petit peu, excusez-moi. Non, J'ai non, répondu. oui, tout à fait, oui. Et pour moi, cette question de l'hybridité, elle est consubstantielle à tout ce que j'entame. C'est toujours métissé. Ce roman aussi, Matériau Maman, qui s'articule au texte que je vais lire ce soir, il est à mi-chemin entre récit, roman d'inspiration autobiographique et conte de fées. Donc, cela dit, le fait qu'il y ait des codes, qu'il y ait des genres, qu'il y ait un canon pour tel ou tel genre, ça ne me dérange pas du tout. Mais je pense que malgré moi, je me frotte à la limite, j'ai ces porosités qui sont, encore une fois, je renoue à ce que je disais au début, pas intentionnelles. Et Julien, parce qu'on reparlait tout à l'heure des textes de Zondi sur Mallarmé, sur le Hérodiade, enfin, ce sont des textes qui ouvrent des espaces imaginaires. Et ces espaces imaginaires constituent des formes d'espaces dramatiques, mais d'une facture très particulière. Enfin, on est vraiment dans une projection de l'intériorité, et ça, j'y pense beaucoup aussi pour vous, Lancelot, avec tous ces textes aussi sur les figures de la mer, sur les figures de... Bon. Et ça, c'est très passionnant, c'est-à-dire, et je me souviens aussi de conversations qu'on a pu avoir avec Philippe ou avec Michel sur l'importance de la facture poétique de l'écriture pour déjouer les pièges de la représentation et pour rentrer dans un contact d'une qualité et d'une nature différente avec l'objet qu'on cherche à coucher sur le papier, ou en tout cas à toucher. Enfin, je me demandais aussi, puisque Julien est aussi intervenant chez nous à l'Institut d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, enfin, comment justement faire toucher des jeunes apprentis comédiens à des jeunes apprentis comédiens ce type d'expérience du texte dans l'espace. Enfin, je ne sors pas du sujet, hein, vous comprenez, c'est-à-dire que je suis vraiment dans... Bien sûr, mais ouais. La question de Mallarmé, elle est passionnante. Hein. On ne va pas en parler trop longtemps, mais quand Mallarmé écrit Hérodiade, c'est d'abord, il l'envoie au théâtre français, qui refuse. Donc il reprend le texte et il le retransforme en poème, il le ramène vers le poème, sauf que le poème est encore dialogué. Il va densifier l'écriture. Justement, dans ce rapport, les premières ébauches qu'on a d'Hérodiade ou du Faune, hein, de l'après-midi d'un Faune, c'est la même chose en version monologue. On a des didascalies, on a tous ces éléments-là de l'écriture qu'il va enlever, il va récupérer, il va le ramener au théâtre, sauf que la forme théâtrale est encore là, mais en dessous. Je trouve que c'est des textes passionnants pour ça. Hein. Et Hérodiade et le Faune font partie des poésies. Hein, il ne les a pas mis dans le théâtre. Après, j'insisterai, moi, quand même, malgré tout, sur quelque chose et sur le genre. J'aime bien décloisonner, j'aime bien la porosité, même si le mot, aujourd'hui, porosité, on est en train de le retrouver partout et qui commence à me fatiguer presque autant que le mot bienveillance. C'est dire. Mais de dire, attention, parce que quand on dit on rapproche le poème d'autre chose, très souvent, il y a une embuscade. Il y a une grosse bête qui va manger la petite. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je défends beaucoup l'écriture poétique. Le poème, qui ne se laisse pas manger par autre chose. Parce que très souvent, on le rapproche, et il y a toujours un majoritaire et un minoritaire qui va le dévorer, qui va dire, non, mais on accueille le poème. Non, on l'accueille, mais on le digère, en fait. Et c'est pour ça que je dirais le genre littéraire, aujourd'hui, on serait il y a 30 ans, je dirais probablement pas du tout la même chose. Mais on est là, je suis là, et je pense qu'il faut le défendre, le genre, et essayer aussi de voir ce qui est singulièrement théâtral. Qu'est-ce qui fait théâtre aujourd'hui? Mais aujourd'hui, il n'y a pas un théâtre abstrait qui nous flotterait comme ça, qui flotterait dans le ciel. Mais le genre
poème. On le voit très bien avec Mallarmé, c'est pour ça que je parlais de Mallarmé. Parce que j'ai l'impression, et Peter Zondi, le repère, c'est-à-dire qu'il va laisser 9 leçons sur Hérodiade qui sont une merveille. C'est-à-dire que c'est une merveille parce qu'il parle du drame poétique. Il voit la fin du 19e siècle, il y a une crise dans le théâtre. Et dans cette crise apparaissent Mallarmé, Maeterlinck et d'autres. Et c'est le poème qui va rentrer à un moment donné à l'intérieur du théâtre. Et Zondi le décrit vraiment comme une sorte d'utopie tout à fait temporaire. C'est quelque chose qui ne va pas vraiment faire école. Et Zondi dit une chose très belle, il dit c'est cette forme-là, c'est ces tentatives-là qui n'ont pas fait école, qui vont permettre au langage de s'émanciper de l'illusion théâtrale au théâtre. C'est-à-dire que le langage n'est plus simplement collé à la production d'un ici et maintenant illusoire. Hop, le langage se libère. Et je trouve que ça, c'est très important. C'est fondamental. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est où va le langage à partir de ce moment-là, quand il se décroche de la machinerie, Zondi dit l'immanence de l'illusion théâtrale, quand il se décroche. Et de regarder, d'aller... Moi, j'ai fait une maquette de spectacle sur justement Mallarmé, les poèmes en vers, parce que je me suis dit, c'est impossible, essayons. Et c'est resté une maquette. Et c'était un labo, c'était un moment de labo dans un squat, un autre squat, Naxos Bobine. Enfin, c'était pas vraiment un squat, c'était un petit lieu. Mais cette question de la redéfinition des genres et presque la protection des genres littéraires m'a semblé importante à ce moment-là. Sachant qu'on n'est plus en train de faire du théâtre comme le théâtre français de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que vous prenez Hérodiade, vous vous dites, mais quelqu'un comme Claude Régis l'a fait. Il allait voir Maeterlinck. Mais La mort de Tintagiles, c'est très très proche d'Hérodiade. Le langage est différent. Mais on a les moyens. Enfin, Claude Régis est le plus grand metteur en scène symboliste français. Enfin, a été le plus grand metteur en scène symboliste français. Il a fait ce que rêvait Mallarmé, Maeterlinck, vraiment. Après, il y a eu Appia, il y en a eu d'autres. Enfin, Lancelot, puis après... Oui, moi, ça me fait penser à deux choses, effectivement. C'est que la grosse bête, c'est-à-dire le théâtre, peut-être ce qu'il définit, c'est que c'est la grosse bête qui prend tout, quoi. Ça peut prendre la vidéo, ça peut prendre le journal, ça peut prendre donc Sido qui passe derrière. Et peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, où en fait, il y a tout qui prend tout, c'est-à-dire tu peux tout mettre sur Facebook et tout ça, c'est certainement très intéressant que le théâtre essentialiser, c'est pas beau, s'étudie dans sa singularité. Cherche sa limite, mais ça limite pas dans l'au-delà, mais dans l'au-delà. C'est un petit film d'horreur de Lucio Fulci qui est vraiment à voir. Mais juste une chose, vas-y, et qu'effectivement, je pensais à quelqu'un comme Claude Régis ou à Sébastien Deray, c'est-à-dire limiter les moyens du théâtre aux moyens du théâtre face au texte, comment ça se coltine, et que c'est pas Pinaboche, mais que Pinaboche est un contre-modèle. Ça me semble très important. Mais l'autre chose à laquelle je pensais, c'était à une dame qui s'appelait Monique Blin, qui m'est revenue en tête là, pendant qu'on parlait, qui organisait des rencontres, ce qu'on appelait la francophonie. Et j'avais participé à un voyage qu'elle organisait au Maroc, et on avait rencontré Juan Goytisolo, à côté de la place Jemaa El Fna, où il y a des gens qui viennent de tout le monde arabe, des vieux monsieur qui connaissent des épopées depuis le Moyen-Âge, qui répètent la même histoire. Et Goytisolo était très sensible à ça. Il avait appris des dialectes pour pouvoir retranscrire ça, pour pouvoir entendre ça. Et il avait mis le doigt sur quelque chose. Il avait dit quelque chose qui m'avait marqué. C'était avant la guerre en Irak, la deuxième. Et il avait dit oui, l'écriture, la culture de l'écriture écrite, c'est 10 000 ans. La culture orale, elle remonte à... les racines de la culture orale nous échappent. Et peut-être que le théâtre, si on veut le limiter aux potentialités qu'il a, pour pas qu'il parte dans tout essayer de dévorer, le poème ou la vidéo ou les posts Facebook, peut-être que moi, c'est cette question de la racine de l'écriture, et peut-être c'est une grande tragédie, l'écriture alphabétique imprimée, peut-être il y a quelque chose comme ça, je sais pas. Platonico. Tu parles d'oralité, je pense que c'est important aussi parce que c'est aussi pour moi un lieu commun dans le théâtre ou la poésie, l'oralité, parce qu'on ne sait pas bien ce que ça veut dire, on le définit assez mal, et il y a une poésie qui n'est pas du tout une poésie de l'oralité. Il y a un immense poète qui s'appelle Pierre Reverdy, quand on lui pose la question, on lui dit « Ah oui, vous écrivez donc des poèmes pour qu'ils soient dits ?» Il dit « Pas du tout. » Ça n'apporterait strictement rien. L'oralité, c'est pas nécessairement. Mais justement, c'est que l'oralité, elle peut être dans l'écriture même. Enfin, il y a des oralités, il y a des.
Il y a mais juste aussi Lacanien, se là, ce qui méfier échappe de... au sens, quoi, hein, ce qui échappe Je au sais dire. pas, moi, je tu sais vois, pas ça. un truc qui échappe au dire, il me semble que le Je sais théâtre pas. aurait intérêt à aller vers ce qui échappe au dire. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je me prononcerai pas là-dessus. Le théâtre est le lieu, mais du juste, lieu commun. j'ai envie de dire attention aux formes de lieux communs. Parce que mais non, l'oralité... moi, je suis pour le lieu commun. Et par exemple, la question de l'oralité, en tant que question, pas en tant que j'écris pour que ça soit dit à haute voix, c'est pas seulement ça. Ouais, Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui est la limite du texte? Et pour moi, le texte au théâtre, il est là pour être brûlé, c'est un combustible. Je n'aime pas tant que ça les spectacles qui montent bien des textes. Je peux beaucoup aimer des spectacles où il n'y a pas du tout de texte, où le texte a disparu. Voilà, le mot disparition est un mot important. Il y a une combustion du texte dans le fait de le dire, tout en revenant à la racine du moment de l'écriture. C'est ça que j'entends par oralité. Une racine complètement fantasmée, on est d'accord. Quand Régine dit il faut revenir, c'est une origine très symboliste. Il est très symboliste parce qu'il fantasme une origine. Le fantasme n'est pas irréel. Comme toute origine, elle est réel. fantasmée. Oui, mais il devient un réel, tu vois. C'est pour dire que je ne parlais pas de l'oralité en termes écrire pour l'oral, parce qu'à ce moment-là, on fait du téléfilm. Ça marche très bien pour l'oralité, il y a des bons téléfilms. Le théâtre, c'est... Mais par contre, qu'est-ce qui échappe au dire? Ce truc Lacano... Alors, c'est un débat passionnant. En plus, ce qui échappe au dire, là, on pourrait... Là, on ouvre une fenêtre qui est intéressante. L'heure tourne, malheureusement. On peut s'accorder encore 2-3 minutes, parce que juste Michel voulait poser une question. Mais... poser une question à Julien, parce que les Mallarmé filent comme moi, et j'ai lu... il y a déjà un certain temps, le Hamlet de Mallarmé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'était une pièce de théâtre de Mallarmé. Pour moi, c'est une... Avec un personnage, le vent. Oui, c'est ça. Hamlet ou le vent. C'était le titre. Ou le vent, c'est exactement ça. Ou fait le vent, comme la question pour répondre à la question. Je voulais vous poser parce que j'ai une résonance dans ce que vous avez dit concernant Léopardi et Reverdy, qui sont des poètes que j'adore. Et je me demandais si vous aviez une lumière sur ce qu'a fait Mallarmé de son Hamlet. Alors, il existe quelque chose, mais je crois que c'est une légende, et je la trouve formidable, et comme toute légende, il faut la raconter, sinon elle meurt. Mais il était très comédien, Mallarmé. Contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire du monsieur avec son plaid, là, sur sa photo, comme ça. Il adorait les conférences, et il écrit à sa femme une fois, c'était formidable en Belgique, j'ai hurlé comme un trombone. et en fait, le Hamlet de Mallarmé, c'était son rêve, c'était de le faire dans les foires, c'est-à-dire les fêtes foraines. On retrouve très souvent la foire et la fête foraine chez Mallarmé. Et il voulait faire un Hamlet trompeter le texte, portatif. Comme dirait l'autre. Il voulait faire, contrairement à Paul Valéry qui disait qu'écouter Mallarmé, c'était comme justement être à la source, à l'origine. Non, lui il disait comme un trombone. Et en fait, on n'a pas le texte là. On a beaucoup de traces dans le Poésie Gallimard sur les divagations, donc tous les poèmes. Voilà. Mais sur la dernière édition de Bertrand Marchal, pardon, je suis un peu précis, on a des notes magnifiques à la fin où il rentre un peu dans le détail sur le projet, sur le Hamlet de... Voilà. Et on a donc Crayonné au théâtre, vous connaissez ce texte, sur Hamlet. Mais je parlais de l'oralité à la place de Gemma Elfna, je parlais pas de l'oralité, tu vois. Mais c'est des gens qui claironnent des poèmes depuis le XIIe siècle, et ça varie juste avec la mémoire, tu vois, c'est ça. C'est la foire, absolument, la foire mallarméenne. Elle est, tu vois... Foire mallarméenne. Très bien. On va braves gens. On va en rester à la foire mallarméenne. Merci beaucoup à vous trois. C'est forcément frustrant de ne pas poursuivre, mais l'heure tourne. Voilà, merci encore. On a quand même ouvert un beau chantier de conversation. On va se faire encore 1 ou 2 petites minutes de pause avant d'enchaîner donc sur la lecture suivante. Merci encore. Merci.